Avec Sébastien Roignan, vous vous apprêtez à découvrir un personnage unique et intriguant, et vous allez voir qu'en fait, il a une vision un peu particulière de YouTube qui lui a permis de développer une des plus grosses audiences photographiques en France, de lancer même des tendances qui sont très connues dans le milieu des photographes français. Et vous allez voir que la partie business n'est pas à son reste aussi avec Seb. Donc Seb, c'est une personne complète, complexe, et vous allez apprendre énormément de choses en écoutant ce podcast qu'on a enregistré fin 2019 mais qui reste tout à fait d'actualité. Bonne écoute. Il y a un défi de timidité. Et sur le côté portage avec F1.4, c'était aussi pour moi un moyen de rencontrer du monde et de ne plus me sentir seul en tant que photographe. J'ai pas l'illusion de gagner de l'argent via YouTube. YouTube est pour moi une plateforme de communication et pas une plateforme sur laquelle je gagne de l'argent. À la base, j'ai fait YouTube pour partager et je me voyais pas 7 ans après avoir l'activité que j'ai maintenant. Bienvenue chez les créateurs vidéo, le podcast. Alors on est aujourd'hui avec Sébastien Roignan. Bonjour Sébastien. Bonjour Sylvain. Ta chaîne c'est F1.4, chaîne photographie, 80 000 abonnés qui existe depuis au moins 5 ou 6 ans, si je dis pas de bêtises. Même 7 ans, juillet prochain, juillet 2019, ça fera 7 ans. Voilà, donc bonne historique déjà sur YouTube. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de toi et de ta chaîne, comment elle a démarré? Bonjour, je m'appelle Sébastien Roignan. Je suis photographe depuis pas mal d'années maintenant et j'ai découvert la photographie vraiment pour m'exprimer. C'est devenu un métier au bout de 2 ans parce que je suis dans une période de ma vie où j'avais besoin de... Mon métier marchait pas trop, j'avais besoin de gagner ma vie et la photo me tentait bien. J'y ai trouvé un grand plaisir et un grand bonheur autant pour moi que pour les gens pour qui je faisais de la photo. Donc ça m'a permis de prendre conscience qu'on pouvait faire du bien aux autres en faisant le métier qu'on aime. Et en 2011-2012, j'ai voulu commencer à partager un petit peu ce que j'avais appris et à dire aux autres, ben, c'est possible, c'est faisable. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et donc, après quelques essais, en juillet 2012, j'ai lancé F1.4 en pleine ouverture, avec une promesse que j'aurais jamais cru tenir pendant 7 ans, qui était une vidéo chaque dimanche. Donc une vidéo, c'est autant pour apprendre la photographie, même si maintenant c'est un peu plus devenu pour apprendre à être photographe professionnel, à développer sa société, un peu de développement personnel, et en gros c'est tout ce que j'aime dans la photo, j'en parle. Et pourquoi tu as choisi YouTube comme médium au départ? Parce que c'était pour moi la seule plateforme. Je me suis pas posé de questions en fait de ce côté-là. Je suis arrivé aussi sur YouTube potentiellement parce que je suivais Flurn, qui est une chaîne de Aaron Nace aux États-Unis. J'ai suivi ses débuts quand il faisait ça dans sa cuisine avec sa copine. Et je me suis dit, c'est génial ce qu'il fait, c'était sur Photoshop. Lui, il faisait une vidéo chaque jour, 5 jours par semaine. Ce qui est assez énorme. Et il a tenu bon. Maintenant, il a inventé un truc qui est juste absolument officiel dans le monde. Et je me suis dit, bon, bah, c'est mieux de le faire en vidéo en écrit, parce qu'en écrit, il y avait déjà beaucoup de choses. Donc, moi qui suis timide, je me mets en scène et puis on se lance, on verra. Ok, donc il y avait aussi un côté, c'est de ce que je comprends, défi personnel presque. Oui, je dirais surtout l'envie de partager. Je pense que faut pas le faire, enfin surtout dans le monde du tuto, faut pas le faire si on n'a pas l'envie de partager. Et là, il y avait vraiment cette envie de partager. Si on n'a pas envie, on tient allez, 2 mois et on va pas tenir 7 ans. Donc, faut avoir l'envie et après, c'est devenu aussi il y a un défi de timidité. Il y a aussi en discutant avec beaucoup de photographes et de modèles, on voit qu'on fait de la photo d'un côté ou de l'autre de l'appareil photo pour la plupart du temps parce qu'on est timide, parce qu'on est aussi pour rencontrer du monde. C'est une façon d'aller aborder des gens en parlant en ayant cette passion commune. Et j'ai compris aussi que je faisais de la photo un peu pour ça, mais sur le côté portage avec F1.4, c'était aussi pour moi un moyen de rencontrer du monde et de ne plus me sentir seul en tant que photographe. Et résultat, oui, je me sens plus du tout seul en tant que photographe. Il y a 80 personnes à côté. Quelle est aujourd'hui ta vidéo favorite sur ta chaîne YouTube? La tienne, c'est celle vraiment qui te tient le plus à cœur. C'est pas forcément une qui a cartonné, mais voilà. S'il y avait une vidéo qui résume un peu, à la limite, ou voilà, ta vidéo favorite.
Waouh. Euh, ouais, je m'attendais à ce genre de questions. Il y en a beaucoup, parce que c'est en fonction des réactions des gens et de ce que ça a pu apporter derrière, de certaines qui peuvent être polémiques, comme les mauvaises pratiques, et que du coup j'aime beaucoup, parce que, euh, parce que ça amène pas mal de réactions très, très contrastées. Et donc ça permet d'amener à la discussion, pour ceux qui veulent une discussion. Euh, je dirais que celle qui me vient en tête là comme ça, que j'aime revoir de temps en temps, c'est saison 1, épisode 24, qui était sur l'Urbex. Et je m'étais amusé à l'époque à faire un générique à la 24 heures chrono. Je m'étais embêté pendant une demi-journée en suivant un tuto pour refaire le logo F1.4 avec, comme dans 24, j'avais fait une intro avec, plein de plans filmés sous différentes façons et tout. Je m'étais éclaté au montage et puis j'avais fait donc une visite urbex, apprendre un petit peu ce que c'était la photo urbex avec tous les difficultés qu'il peut y avoir, la dangerosité du truc, le respect et tout ça. Et je l'avais un peu joué à la Bear Grylls, Man vs Wild. Par exemple, un peu compliqué tout ça. C'était déjà il y a 6 ans. Tu vois. Comment tu fais vivre ta communauté aujourd'hui, tous ces gens qui suivent F1.4? C'est quoi tes outils, tes pratiques, ta philosophie derrière la communauté? Comment tu fais vivre la communauté F1.4 d'une manière générale? Je pense pas que je sois le mieux placé en termes de gestion de communauté. Euh, j'ai été beaucoup mieux dans F1.4 que maintenant, dans le sens où j'avais des groupes Facebook. À l'époque où les groupes Facebook c'était chiant à utiliser. Quand je vois tous les outils qu'on a maintenant en 2019 pour gérer les groupes, je me suis dit, putain, si j'avais eu ça à l'époque, peut-être que j'aurais pas fermé mes groupes, parce que j'avais quand même un groupe de 25 000, un groupe de 20 000 et un groupe de 15 000, donc ça faisait pas mal de monde. Là, c'était impossible à gérer. Euh, pour l'instant, j'utilise YouTube, évidemment, par mes vidéos, en essayant de, de traiter des sujets que j'aime. Par Instagram, beaucoup par Instagram maintenant, plus que par Facebook. Sur Instagram avec les stories, qui marchent très bien. De montrer aussi, j'ai décidé il n'y a pas très très longtemps de regrouper mes comptes, de regrouper mes 2 pages Facebook en une seule page sur F1.4, de regrouper mes 2 comptes Instagram, donc j'ai photographe et formation, de tout mettre sur formation. Donc c'est F1.4 Sébastien Roignan, c'est plutôt Sébastien Roignan F1.4. Et là-dessus, c'est plus du côté montrer un petit peu ce qui se passe, la vie un petit peu autour, les backstage de shooting, montrer que des fois c'est cool, des fois c'est moins cool, répondre aux questions. Je passe pas mal de temps à répondre aux questions, je lance des questions en story et j'y réponds, que ce soit sur le mariage, sur la photo pro, sur la photo tout court. Quelques lives, j'aime bien les lives. Et essentiellement, durant la rencontre, durant mes workshops, durant des apéros, et le salon de la photo qui est un rendez-vous annuel où on passe 5 jours à discuter, à échanger, à rigoler. Et voilà. J'ai pas une grosse activité sur la gestion de ma communauté. Il faut que je fasse un petit peu mieux que ça. Mais je me sens très proche de beaucoup de monde parce que je reçois énormément de messages de gens qui ont pu vivre grâce à. Enfin, qui peuvent maintenant vivre de la photo grâce à ce que je leur ai appris, enfin en partie grâce à ce que je leur ai appris. Et parce qu'en 7 ans, des gens qui ont commencé avec F1.4 en 2012, 13, 14, maintenant peuvent passer pro. Et quand je vois ce que font certaines personnes, là, au moment où on a enregistré ce podcast, on est lundi, mercredi commence les sorties des interviews d'auditeurs. Et je suis toujours bluffé par ce qu'ils font, parce qu'il y en a qui ont un niveau juste absolument officine, quoi. Donc, voilà, je suis pas forcément le mieux placé pour donner plein de conseils là-dessus, mais je fais au mieux, parce que j'ai aussi mon côté très solitaire, donc je fais au mieux pour garder mon côté solitaire, tout en ayant quand même disant coucou, on va faire des choses ensemble, parce que si vous me suivez, comment dire, c'est qu'on peut faire... Je peux peut-être vous apporter quelque chose qui vous permettre d'aller mieux dans votre vie et dans votre vie de photographe, ne serait-ce qu'en rencontrant d'autres personnes qui suivent aussi F1.4. Et comme vous avez la même mentalité, autant que vous vous rencontriez. Si je résume, c'est quand même
c'est quand même pas mal tout ce que tu fais pour ta communauté, l'air de rien. Même si tu as le sentiment que tu aurais pu faire plus, parce qu'avant, effectivement, tu avais ces gros groupes Facebook. Et ce sera intéressant que tu m'expliques ensuite pourquoi tu les as fermés d'ailleurs. Mais l'air de rien, tu interagis avec ta communauté sur YouTube, sur Instagram, tu fais des lives, tu as des rencontres en réel, soit que toi tu organises, soit dans le cadre d'un événement, salon de la photo ou autre. Tu as tes workshops, donc une petite communauté dans la communauté parce que c'est les workshoppers qui se retrouvent aussi entre eux, qui se connaissent les uns les autres, qui partagent et qui échangent entre eux. Donc l'air de rien, tout ça, ça vient finalement de la communauté F1.4, que je connais un petit peu aussi, hein, voilà. Ouais, t'en fais partie. Mais c'est, oui, j'en fais complètement partie. Et c'est pas rien. Alors évidemment, ça pourrait être plus, ça pourrait être différent, mais je trouve que c'est déjà pas rien. Est-ce que tu peux nous dire du coup pour les groupes Facebook, pourquoi tu les as fermés? C'était une décision qui était facile à prendre, pas facile? Enfin, j'imagine que c'était difficile. C'était une décision très compliquée à prendre parce que je sais que les groupes aident énormément de monde. Et je l'ai bien vu, hein. J'ai pris la décision, c'était il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Ça va être en octobre 2015, 2016, 15 ou 16. Il y avait beaucoup de live dessus. J'ai fait la fermeture des groupes en direct, donc via un live sur YouTube, tout ça. Je voulais que ce soit un événement quand même. J'ai fait plusieurs vidéos pour expliquer le pourquoi du comment, parce que je sais que ça allait en meurtrir certains, mais il y a un moment, ça devenait plus gérable. J'avais un groupe de modérateurs qui étaient absolument géniaux, avec qui on s'entendait bien et tout. J'ai essayé on était 8. J'ai essayé d'augmenter un petit peu le nombre de modérateurs, mais ça devenait encore plus compliqué à gérer. Je rappelle, à cette époque-là, il n'y avait pas d'outil. Le seul outil qu'on avait vraiment, c'était un outil pour valider les posts ou pas. Mais donc ça demandait d'être tout le temps derrière l'ordi et tout. Ce qui a vraiment précipité la chute, c'est les trolls. C'est les gens qui sont là uniquement pour casser du monde et pour du genre tu leur dis bon bah je vais te bannir. Je m'en fous, j'ai 4 autres comptes et je reviens demain. Donc c'est ces gens-là. Malheureusement il y a toujours un pourcentage très infime, généralement c'est 1% de cons. Et le truc, quand t'as 100 personnes, ça va, tu sais l'isoler très vite, hein. Mais quand t'en as 25 000, bah, ça te fait 250. Et le truc, c'est qu'ils entraînent aussi des gens qui trouvent que c'est cool. Et en fait, non. Donc il y a un moment où je me suis retrouvé à faire la police, à passer des dimanches, enfin des soirs, des fois, tu vas aller te coucher à 23h30, tu réponds à un message. En fait, c'est quelqu'un qui s'est fait modérer et qui est pas content. Ou quelqu'un qui vient me dire pourquoi lui il est pas modéré, voilà. Et tu passes ton temps à essayer de faire pour moi, c'est quasiment pas faire de la politique, mais c'est juste expliquer le pourquoi du comment pour dire bah voilà, je suis pas méchant, c'est juste que là, il y a un moment, faut sévir, quoi. Et j'ai peut-être pas été assez strict aussi. J'ai peut-être idéalisé le truc en disant bah chacun va être responsable et tout. Et au final, quand pour une même modération, on se fait traiter de Hitler et de trollexiste, on sait plus quoi faire. Et il y a un moment, quand je voyais la mauvaise influence que ça avait sur moi, l'état d'énervement dans lequel je pouvais me mettre, j'ai dit non, là, il faut que je prenne une décision, et c'était d'arrêter. Maintenant, quelques années après, je réfléchis, j'ai pas lancé ce truc encore, mais je réfléchis à faire un groupe payant. Ne serait-ce que 2 € par mois, juste pour dire, voilà, tu payes pour être là. Parce que j'ai remarqué un truc, c'est que sur mes workshops, j'ai jamais aucun problème, que je vends des formations vidéo aussi, j'en ai jamais eu d'insultes sur mes formations vidéo payantes. J'ai eu quelques commentaires disant, tiens, il manque ci, ou il manque ça, ou il y a ça en plus, et des milliers de commentaires absolument juste, merci pour tout, merci pour tout. Alors que sur les vidéos gratuites, on a des commentaires disant c'est de la merde, on a des pouces rouges, on a des... Enfin, limite, on doit justifier parce qu'on donne du gratuit, alors que sur le payant, on n'a pas ce jeu. Enfin, les gens ont fait l'acte d'achat, ils sont beaucoup plus bienveillants. Et donc, le fait d'avoir un groupe payant, je me dis, faudrait essayer. À voir, hein, si ça marche ou ça marche pas, mais d'avoir un groupe où les gens payent pour venir, et donc, vont peut-être pas se faire 4 comptes différents pour payer 10 balles par mois et de se dire comme ça moi je peux troller, sachant qu'ils seront virés de toute façon, quoi. Ouais, je peux te confirmer, effectivement. Moi, j'ai un groupe semi-payant, on va dire, avec les tipeurs de mon petit réflexe. Et effectivement, ça filtre énormément les personnes.
des personnes qui sortent le portefeuille alors qu'il n'y a pas de contenu supplémentaire, juste pour te remercier. Forcément des personnes qui à la base vont pas venir pour casser du monde, et voilà, c'est des gens un peu bienveillants, et ça crée effectivement des groupes assez géniaux. Ouais. Ouais, c'est un bon filtre on va dire sur les 200-250 personnes qui sont passées dans le groupe des tipeurs. Il y en a eu un ou deux avec qui ça s'est pas très bien passé. Tu vois, on Mais arrive ça au se gère très pourcentage. bien. On arrive au pourcentage d'1%. Ouais. Tu vois. T'as pas eu ton 0,5 encore. La transition est toute faite, du coup, j'aimerais savoir comment tu monétises aujourd'hui tes vidéos, ton activité YouTube, et comment YouTube t'aide à vivre de ton business. Voilà, comment tu organises un petit peu tout ça aujourd'hui? Alors, je suis pas un YouTuber dans le sens où je gagne ma vie grâce à YouTube. Euh, c'est marrant parce que quand on s'est rencontrés nous deux pour la première fois en vrai au Creators Day à Lyon, et ça m'a pas choqué, mais ça m'a fait me dire, en fait, dans les 50 personnes, ou 30 ou 50 personnes qui étaient là, je suis sûrement celui qui gagne, enfin, en tout cas ceux qui étaient dans la partie moins de 100 000, je suis sûrement celui qui gagne le plus d'argent, mais parce que j'ai pas l'illusion de gagner de l'argent via YouTube. YouTube est pour moi une plateforme de communication, et pas une plateforme sur laquelle je gagne de l'argent. À la base, j'ai fait YouTube non pas pour gagner de l'argent, j'ai juste fait YouTube pour partager, et je me voyais pas 7 ans après avoir l'activité que j'ai maintenant. Je me disais, non, c'est pas possible. Et ça m'a donné un petit coup de boost au début sur mes mariages. Des gens qui commençaient à me suivre un petit peu, qui venaient vers moi, ça me permettait de me faire connaître un petit peu plus. Ça me permettait d'amener du trafic aussi sur mon site. Donc un peu plus de visibilité sur Google. Et j'ai commencé à lancer un workshop au moment où c'était pas encore à la mode. Dans la totale mode des workshops, tout le monde en fait dans tous les sens et dans des choses qui sont des fois un petit peu... Ok. Mais j'ai surtout vu que j'aimais ça, que j'aimais enseigner, que j'aimais être au contact des gens, et que c'est vraiment un truc dans lequel j'étais pas mauvais. Il y a ça aussi, parce enfin, quand on est mauvais dans un truc, il faut savoir le voir et le dire, enfin le dire, ne pas le faire tout simplement, et quand on n'est pas mauvais, il faut pas avoir honte de le dire. Et je pense que je suis pas mauvais dans l'enseignement. Et donc, la façon dont je fais mon chiffre d'affaires en partie grâce à YouTube, c'est donc les formations que je vends. Cette année, c'est plus des formations en live, donc c'est-à-dire des workshops mariage avec un suivi sur l'année, qui fait les 3/4 de mon chiffre d'affaires. Donc c'est une formation assez chère, mais qui aide soit des photographes déjà installés en tant que photographe de mariage à tripler, voire quadrupler leur chiffre d'affaires, soit des gens qui vont se lancer et de leur donner toutes les techniques pour commencer, pour gagner 1 ou 2, voire 3 ans de travail. Et de l'autre côté, donc j'ai des formations vidéo. On est en train de revoir un petit peu tout le système pour les vendre un peu plus facilement. Genre pour apprendre Lightroom, Photoshop, pour apprendre le studio, pour aussi pas mal sur le contenu business, donc comment le marketing, comment gérer ses tarifs, comment vendre ses mariages, comment on peut se traiter, tout ça. Donc ça, l'idée c'est que tous les gens qui me suivent sur ma chaîne F1.4 puissent aller voir, enfin prendre connaissance qu'il y a ces formations-là, et s'ils ont envie, de les acheter. Je les oblige évidemment pas du tout. Je suis très fier du contenu, c'est très sérieux, et voilà. Je n'ai pas juste fait ça pour ça, quoi. Et dernière chose, c'est mes mariages. Donc, je suis photographe de mariage, forcément, comme je l'enseigne aussi. Et je veux pas être un formateur qui ne fait pas de photos, parce que ce serait, pour moi, la pire des horreurs. Et donc, j'ai beaucoup de clients qui sont des auditeurs de F1.4. On va dire que les 3/4 de ma clientèle sont des auditeurs de F1.4 et qui me suivent depuis des années, qui ont confiance en moi et qui me veulent sur leur mariage. D'un, parce que c'est moi, et de deux, parce que aussi, et je l'espère majoritairement pour ça, parce que mes photos sont bien et qu'ils aiment mon style et ma façon d'être avec eux. Donc voilà, en gros, comment est mon business, puisque YouTube doit me rapporter à peu près, en termes de Google AdSense, enfin c'est pas AdSense, C'est l'AdSense, ouais. doit me rapporter, 75 balles par mois. Je fais pas beaucoup de vues. Mais, et en termes de sponsoring, enfin de vidéos sponsorisées ou autre chose, ouais, si elle est dans l'année, je dois quand même me faire des bonnes années, 7-8 000 euros de chiffre grâce à l'affiliation ou au sponsoring. C'est plus des
C'est pas genre du Amazon ou des choses comme ça. C'est des sites que j'ai mis en avant parce que je les trouvais excellents et donc qui naissaient aussi, et donc j'ai une affiliation dessus. Voilà en gros mon business. Ok. Donc, tu as commencé en fait juste par une envie de partager, et ce qui t'a permis ensuite de mettre aussi en avant ton travail de photographe, qui donc a permis de poser la marque Sébastien Roignan, photographe, quelque part, et de t'amener dans un premier temps des clients pour tes mariages. Et ensuite, par l'intermédiaire de tes vidéos YouTube, notamment tutoriels, tu t'es découvert en tant que formateur, et ça t'a permis ensuite de te dire, je pourrais aussi vendre des formations, faire des workshops. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as un business qui est assez complet finalement, parce que la partie YouTube, c'est une petite partie, mais que tu actives aussi un petit peu. Et puis, tu as ta partie photographe et formateur qui crée un... C'est un bon équilibre pour toi aujourd'hui, ou au contraire, tu as l'impression d'avoir trop d'activités et tu aimerais bien Alors nettoyer un peu tout ça? j'ai forcément trop d'activités. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai 3 activités. Je suis avant tout photographe, photographe auteur. Donc là, l'année dernière, j'ai sorti mon premier livre. J'ai fait un Ulule qui a très très bien fonctionné. J'ai eu 550 préventes. Je fais 41 000 euros en 15 jours, donc ce qui est... je m'attendais pas à ça. J'espérais 20 000, tu vois. On est arrivé au double. Parce que là, c'était une communauté juste de malades. Enfin, les lives étaient ouf. Enfin, merci à ceux qui écoutent et qui étaient là-dedans, parce que c'était juste une aventure oufissime. Et je suis photographe prestataire, essentiellement pour des mariages, et je suis formateur. Actuellement, la formation fait les 3/4 de mon chiffre d'affaires, et le reste, on va dire, auteur reste, enfin, remonte un tout petit peu là avec le livre, mais enfin, c'est pas le gros truc. Si j'avais à choisir, je resterais juste photographe-auteur. Mais je pense que j'ai pas forcément envie de choisir. Les 3 me vont. Et j'aurais juste peut-être baissé le côté formateur pour pouvoir continuer à faire plus de photos, parce que avant d'être formateur, je me sens surtout photographe. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense pas qu'on puisse faire de la forme. Enfin, il y a des très bons photographes qui sont des très mauvais formateurs, il y a des très mauvais photographes qui sont des très bons formateurs. Mais si on veut enseigner quelque chose, il faut le pratiquer. Et avant tout, je suis photographe. Et c'est ça que j'aimerais un peu plus développer. Mais oui, ça me prend beaucoup de temps, et la formation prend énormément de temps, et donc j'aimerais passer un petit peu plus. Oui, et juste ce que je voulais dire, ce que je dis souvent, c'est que FA4, c'est mon boulot à plein temps, 40-45 heures par semaine. Les mariages, c'est mes vacances, c'est mes 5 semaines de congés payés. Et la photo d'auteur, c'est mes week-ends. Donc il reste plus beaucoup de temps après. Et ça montre que ça demande du boulot aussi. Carrément. Alors, bon, les auditeurs et youtubeurs en général aiment bien parler de matos un petit peu. Moi, j'aimerais bien savoir avec quel matériel tu as commencé tes vidéos YouTube. Pas la photographie, mais les vidéos YouTube. Quel matériel tu utilisais au début et qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui? Alors ça n'a pas beaucoup changé. J'avais un 5D2 à l'époque. Donc j'ai toujours utilisé mon 5D2 qui était branché sur mon ordi, enfin en tout cas pour les vidéos où je suis sur mon ordi. Un réflexe Canon. Un réflexe Canon 5D2, donc qui est un bon réflexe puisque c'est en plein format, c'est pas le plus haut de gamme, mais c'est quand même un haut de gamme. Je le branchais directement sur mon ordi via EOS Utility. Voilà, je pouvais voir ce que je voyais. Au niveau son, je crois que je me suis équipé assez vite d'un petit micro. Mes premières vidéos au niveau du son sont pourries. Et au fur et à mesure du temps, bah là, je me filme encore avec mon 5D3 et j'ai un micro, un Rode Podcaster pour les vidéos qui sont sur mon bureau. J'ai pas plus de lumière que ça, enfin, je me suis pas encore bien équipé là-dessus. Mais de l'autre côté, quand je tourne en extérieur, pour l'instant, j'ai un Sony A7R3, mais je n'utilise pas forcément beaucoup. Là, j'ai découvert l'Osmo Pocket qui je trouve absolument génial. Et même le son est pas mal dessus. Mais la plupart du temps, je me mets un petit micro, un petit Rode que je branche sur mon téléphone. Donc comme ça me permet de le laisser tourner et d'enregistrer de temps en temps. Et puis après, il n'y a plus qu'à synchroniser le tout avec Pluralize et monter sur Premiere. Ok. Bon, voilà. Quel conseil t'aurais aimé recevoir au moment où tu as démarré YouTube? J'ai pas forcément de conseils là maintenant que j'aurais aimé avoir à l'époque. Par contre, le conseil que je donnerais là à quelqu'un qui se lance, c'est il va falloir bosser, il va falloir se bouger le cul. Et faire 2, 3, 4, 10 vidéos, c'est facile. En faire 400, c'est une autre histoire. En faire 400 où tu essayes de garder la même qualité
pouvoir l'augmenter et tout ça. C'est un boulot à plein temps. Le seul conseil que je peux donner, c'est qu'il faut le vouloir et savoir que c'est un métier. Enfin, c'est une activité à part entière. Et c'est pas juste un truc qu'on fait en jouant aux jeux vidéo. Et encore même, ceux qui jouent aux jeux vidéo, ben, faut qu'ils montent derrière, faut que, voilà, enfin, c'est un boulot juste de taré. Ce qui m'amène à la question suivante, du coup, parce que si tu dis que c'est énormément de boulot, la plupart des personnes qui démarrent sur YouTube peuvent pas consacrer 100% de leur temps à faire des vidéos. En général, ils font leurs études, ils ont un métier ou autre. Ouais, je peux te dire, le premier été, parce que j'ai commencé en juillet 2012, le premier été, en gros, je consacrais une journée à faire mes vidéos. Donc j'apprenais le montage et tout. J'avais fait un peu de montage avant, mais j'apprenais. Mais en gros, c'était mariage, je partais le vendredi soir en mariage le samedi, je revenais le dimanche, je mettais mes photos sur mon ordi, je commençais à trier. Le lundi, je post-traitais. Le mardi, je partais à l'autre bout de la France pour un client en corporate. Je rentrais le mercredi soir ou le jeudi. Le jeudi, je tournais, je montais. Le vendredi matin, je uploadais. Et le vendredi soir, je partais en mariage. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que c'est énormément de boulot, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un autre métier à côté. C'est-à-dire que tu avais ton métier et en plus, tu faisais tout ce taf pour la chaîne. Et des fois, je tournais, genre, ma 3e vidéo était tournée à Colmar quand j'étais en mission pour un client. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, en fait, je pourrais commencer à vivre de cette activité-là? C'est venu tellement au fur et à mesure qu'il n'y a vraiment pas eu de moment où je me suis dit, tiens, maintenant c'est bon, ça marche. C'est juste, ça a été des nécessités. Ça a été la première fois que j'ai lancé une vidéo payante sur F1.4, je me suis dit, on va voir, je vais peut-être me faire démolir. Je me rappelle, je la vendais, je crois, 15 balles, et je la mettais en réduc à 8 balles quand je l'ai lancée, donc c'était que dalle. Et j'en ai vendu pas mal, j'en ai eu 200 ou 300, et je me suis dit, ah oui, quand même, quoi, c'est pas si mal. Je pense que s'il y a bien un moment, ça va être à ce moment-là où je me suis dit, potentiellement, ça a commencé à fonctionner, et ouais, c'est à ce moment-là, j'ai dû sortir ma première vidéo payante 1 an et demi après le début, un truc comme ça. Après, le business a changé, j'ai fait pas mal de vidéos payantes. Et après, je suis arrivé un peu plus sur le workshop, sur des gros trucs workshop et tout. Enfin, vraiment, en fonction des années, l'année prochaine, ça changera sûrement peut-être encore un petit peu. Enfin, j'évolue en fonction aussi de ce que j'aime. Mais alors, le moment clé a été ce moment que j'ai vendu une formation et je me suis dit, bon, je me suis pas tant fait démolir que ça. Les gens étaient plutôt contents, enfin, les gens qui ont acheté la formation étaient contents. Il y avait vraiment du contenu. Donc, je me dis, mes clients sont satisfaits, je peux peut-être continuer. Alors, on repart complètement sur l'outil YouTube, on va dire. C'est quoi la fonctionnalité que tu préfères sur YouTube? Ou, si jamais tu n'en as pas vraiment sur YouTube, quel outil tu aimes bien utiliser à côté de YouTube ou en complément, on va dire, à un logiciel, voilà, quelque chose que tu aimes particulièrement utiliser? Dans tout le cycle de création de vidéos et tout, mon logiciel favori, c'est Pluralize. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça fait peur, Pluralize. Pluralize, c'est un logiciel qui coûte un peu, mais c'est Red Giant qui le fait. Et c'est un logiciel sur lequel on met tous nos rushs et il synchronise tout. C'est-à-dire que des rushs qu'on a pu faire, genre avec une caméra, puis une autre, sans clap, sans rien, tant qu'il y a du son, il synchronise. Et il le fait à une rapidité monstrueuse, quoi. Donc, imaginons une journée de rush où tu shootes pour un truc, avec des trucs par-ci, des trucs par-là, t'as laissé ton micro tourner 4 heures et tout ça. Au lieu de devoir tous le synchroniser à la main sur Premiere, on le fout dedans, il mouline pendant 4 minutes, et on a tout. Et quand j'ai découvert ce logiciel-là, j'ai fait « Ok, il vaut 300 balles, mais je l'achète tout de suite parce que ne serait-ce qu'en 2 semaines, c'était rentabilisé, quoi. Avec un travail ultra chiant. » Donc s'il y avait un truc, c'était ça. Si tu parles plus de l'outil YouTube et de mettre ses vidéos en ligne et tout, grâce à tes conseils, je suis passé sur TubeBuddy. Je me suis pas vraiment mis à fond, j'utilise pour pas mal de trucs et tout, qui me font ça gagner du temps. Mais je pense que je peux l'optimiser bien plus. Et s'il y a un logiciel qui, pour moi, a été une grosse découverte aussi grâce à toi, c'était Phrase Express. Et parce que j'utilise pas que pour YouTube, j'utilise pour plein de trucs, pour répondre à des mails, pour mettre mon numéro de tirette, pour remplir mes trucs et tout. Et c'est juste, en fait, c'est un outil qui permet donc de rentrer du texte qu'on écrit souvent, et via un petit mot-clé qu'on utilise. Moi, j'ai mis le au carré, et le texte que je veux, genre au carré tirette, et ça met mon numéro de tirette. Et ça, c'est juste un outil pour aller très vite, pour mettre par exemple nos liens, les liens vers mon site ou les trucs comme ça, ça va juste à une vitesse monstrueuse. Ça fait gagner un temps fou, ouais.
C'est quoi les plans pour le futur de ta chaîne, de F1.4? Qu'est-ce que tu imagines dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Ah, là, c'est la question compliquée. Parce que, parce que ça change tellement dans ma tête. Les plans pour moi, c'est d'arriver à pérenniser le business. Mon but étant que j'ai plein de formations payantes, j'en ai une vingtaine, c'est de faire en sorte qu'elles se vendent plus. Parce que pour l'instant, elles restent un peu confidentielles, à part au lancement où ça marche très bien. Quand je fais des offres, ça marche très très bien. Quand je communique dessus, ça marche très très bien. Mais tout mon système marketing n'est pas bien fait. Alors, je sais très bien comment le faire, mais c'est juste que je m'y suis pas mis. Et je vais faire appel à un ami qui s'y connaît très très bien, puisqu'en plus vous pouvez le voir dans F1.4, il s'appelle Siegfried et il parle de marketing dans F1.4 aussi, je fais des formations payantes avec lui. Et l'idée c'était moi de me consacrer plus sur le contenu parce que je sais que je suis bon à créer du contenu et de laisser toute cette partie marketing. De toute façon, il y a un truc, c'est que si on n'a pas d'argent, on peut pas faire ce qu'on fait. On peut pas y consacrer du temps et on peut pas y consacrer l'énergie qu'on veut y consacrer parce qu'on est obligé d'avoir un métier à côté, de gagner son argent pour pouvoir payer son loyer, payer sa bouffe. Donc, gagner de l'argent est essentiel. Mon but là, c'est de pérenniser F1.4 pour que ce soit un revenu conséquent et régulier pour que je puisse m'adonner à côté à créer du contenu de qualité sur F1.4 et surtout à faire de la photo. Et si tu veux savoir en termes de... On n'a même pas encore discuté tous les deux, je comptais en discuter avec toi cette semaine. Alors mon but est de me libérer aussi énormément de temps des vidéos gratuites pour me consacrer sur des vidéos payantes. Parce que pour ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que l'accueil est... Enfin, c'est beaucoup plus sympa de chouchouter des gens qui ont payé parce qu'ils sont contents d'être là et le retour des gens, c'est oufissime, alors que sur YouTube, c'est plus compliqué, gratuit. Donc mon but, c'est de trouver un moyen de faire des vidéos, toujours regarder la vidéo par semaine, même si je me sens très contraint en ce moment avec cette promesse faite il y a 7 ans d'une vidéo par semaine. Mais je pense avoir trouvé un moyen maintenant de changer un type de vidéo qui me permettra de faire des vidéos beaucoup plus rapidement, en me prenant beaucoup moins la tête. Des vidéos faites en 2 heures, plutôt que des vidéos faites en une journée. Et le faire une fois sur 2. Sur la partie marketing, tu as dit un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu sais que toi, t'es pas bon là-dedans, et du coup, tu vas te faire aider par quelqu'un dont c'est le métier. Ouais. Et j'ai le sentiment que sur YouTube, on est essentiellement des créatifs, et que le marketing, c'est assez peu compatible avec l'esprit créatif, on va dire. Ouais. Et je pense que c'est un bon conseil de se dire que au moment où vous avez besoin de mettre un coup de collier sur le marketing, parce que vous avez des choses à vendre derrière, pour pérenniser votre business et vous pouvoir continuer à poster sur YouTube, ça peut être un bon plan, effectivement, de s'entourer de quelqu'un qui s'y connaît là-dedans, qui lui, par contre, ne saura pas forcément faire des bonnes vidéos YouTube. Et du coup, chacun est dans son domaine et ça avance bien là-dessus. En fait, il y a un truc qu'on peut extrapoler dans ce que tu dis, c'est ne pas hésiter à déléguer. Moi, c'est très très difficile pour moi de déléguer. Et tu as rencontré Maxime, qui est mon monteur maintenant depuis 2 ans, plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Et donc c'est quelqu'un que je paye à côté. Donc j'ai intérêt à faire un peu plus de chiffres pour pouvoir le payer, mais qui m'enlève un poids énorme en termes de montage, puisque le montage c'est quelque chose... Avant de faire YouTube, je faisais des petits courts-métrages, des clips ou des trucs comme ça que je montais moi-même, j'étais super content et tout. Et je pense que c'est aussi ça quand tu me demandais ma vidéo préférée de F1.4 avec l'épisode 24. J'étais content du montage, je suis fier de ce que j'ai fait pour... mais au fur et à mesure, monter une vidéo toutes les semaines, voire plus avec les vidéos payantes, le fait de me faire faire par quelqu'un, j'ai pu déjà me concentrer plus sur les vidéos, sur le tournage des vidéos. Mais l'effet que ça a eu, c'est que j'ai créé des vidéos qui étaient encore plus complexes. Donc plus de montage, donc plus de temps aussi pour les tourner, donc plus de montage, et donc au final des vidéos qui mettent plus de temps à se faire. Donc je pense que ce qui est assez utile, c'est de savoir déléguer, et déléguer à des gens qui savent le faire. Et ça nous permet, nous de rester se concentrer. C'est comme par exemple, en mariage, il y a certains photographes de mariage qui font quand même leur tirage ou même leur livre de mariage. Moi, je les délègue et ça me permet, ok, je les paye, mais ça me permet de passer plus de temps à faire autre chose à côté et pas des choses que j'aime pas faire. Et te concentrer sur ce qui te plaît le plus et te garder motivé pour la suite. Par exemple, là, si on parle juste business pour F1.4, je sais que je suis bon pour faire du contenu. Donc si pour les gens qui prennent des formations, qui viennent sur des workshops, j'arrive à leur fournir plus de contenu après,
par des likes, par des choses comme ça, parce que j'ai le temps, et parce que je sais que mon argent est gagné à côté, ben, c'est bénéf pour tout le monde. C'est un argument de vente encore plus fort pour moi de te dire, si tu m'achètes cette formation, il y a un suivi, il y a tout ça, t'es là, t'as accès à des lives, tu peux me poser des questions et tout, j'y répondrai. Et des gens qui ont déjà acheté, bah, ils disent « Ah putain, c'est cool, il y a du contenu supplémentaire. » Et moi, je fais que les choses que j'aime. Il y a une chose que j'ai compris au fur et à mesure en étant à mon compte. Je me suis mis à mon compte parce que je détestais être employé. Et au fur et à mesure de mon activité, je suis à mon compte depuis 2006, donc ça fait 13 ans que je suis à mon compte maintenant. J'ai trouvé un truc, enfin j'ai compris un truc plutôt, c'est qu'il y aura toujours des choses chiantes dans ce qu'on fait. Par exemple, je déteste mettre une vidéo en ligne. Je déteste faire la miniature, je déteste faire le marketing qu'il y a autour, l'envoyer sur mes réseaux pour dire tiens, coucou, il y a une nouvelle vidéo. Je déteste ça. Ou mettre un bon texte en dessous, enfin mettre les bons mots-clés et tout ça. C'est horrible. Mais c'est rien comparé à ce que je faisais quand j'étais employé ou quand je faisais de la 3D et tout ça. En fait, par exemple, quand je suis passé à mon compte, je me suis dit que sur les 100% de choses que je faisais avant, là, en gros, je ne fais plus que les 40% qui m'intéressent le plus. Après, dans ces 40%, il y a toujours les 10 premiers pourcents qui me font chier. Et au fur et à mesure, en déléguant, en prenant un comptable, en prenant tout ça, on n'arrive plus que sur les 10% qu'on adore, mais dans ces 10%, il y a toujours 1 ou 2% qu'on n'aime pas. Mais le tout, c'est d'arriver le plus proche de ce qu'on adore, pour quasiment au final ne faire que ce qu'on adore. Super. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver, comment, voilà, où tu es sur Internet, site Internet, chaîne YouTube? Oui, j'ai Internet, j'ai une chaîne YouTube, puisque c'est pour ça que je suis là. Site Internet et chaîne YouTube. De toute façon, tu mettras les liens dans la description. Vous pouvez me retrouver donc, sur la chaîne YouTube qui s'appelle F1.4 à pleine ouverture. Donc ça, c'est pour la chaîne YouTube. Sur le site fun4.com, puisque F1.4, si vous mettez tout en lettres, F1.4, donc ça fait funqatre.com, donc ça fait fun4. Il y a du fun plus dedans. Et sur ce que j'ai pas dit, c'est quand même que dans les tutos, l'idée c'est qu'on se prenne pas la tête, qu'il y ait du franc-parler et qu'on apprenne la photo sans se prendre la tête. Et sur mon site auteur et prestataire, qui est sébastienroignan.com, donc là, vous pouvez voir tout mon travail en photo de mariage et en photo auteur, le livre que j'ai sorti, tout ça. Sur Instagram, c'est @fun4, FUNQATRE, et vous avez aussi la page Facebook Sébastien Roignan F1.4, que vous pourrez trouver aussi très facilement. Merci beaucoup Sébastien, c'était très sympa. Et tous les auditeurs, on se retrouve bientôt pour un autre épisode avec un autre créateur vidéo. Et bientôt. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Elle est bien placée celle-là. Salut. Au revoir.